Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Cynthia Marie-Claire, je suis biologiste moléculaire, directrice de recherche au CNRS. Et je co-dirige une équipe au sein de l'unité INSERM 1144 qui s'intéresse aux biomarqueurs de la réponse et de la rechute dans les maladies psychiatriques. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des biomarqueurs épigénétique de la réponse au lithium dans le trouble bipolaire. Donc moi je suis basée à la faculté de pharmacie, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de chemin pour venir. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet avec un petit plan que je vais vous remettre régulièrement au cours de la présentation, avec une petite introduction sur l'épigénétique, qui, je l'espère, sera suffisamment claire, et sur le trouble bipolaire. Et ensuite, on va parler plus précisément de la réponse au lithium, de son évaluation, et quelques petits mots de perspective. Alors d'abord, quelques définitions et précisions sur l'épigénétique. Donc, comme vous le savez peut-être, notre ADN, c'est 2 mètres de longueur qui sont compactés dans le noyau d'une cellule qui est de quelques microns, la cellule, le noyau étant de moins d'1 micron. Donc, pour compacter ces 2 mètres dans ce noyau, il est donc nécessaire d'enrouler la molécule d'ADN de façon extrêmement condensée. Et pour la condenser, ce qui permet de la condenser, c'est ce qu'on appelle les nucléosomes. Donc la molécule d'ADN est majoritairement chargée négativement. Les histones, qui sont donc ces protéines ici, sont chargées majoritairement positivement. Et c'est en enroulant cette molécule d'ADN autour des histones qu'on va la compacter de façon à la faire rentrer dans une cellule. Et c'est ce qu'on va appeler la chromatine. Donc en fait, la chromatine peut exister sous plusieurs formes. Une forme qui est une forme ouverte, où en fait les histones, les nucléosomes ici, sont relativement éloignés les uns des autres. Dans cette forme, les gènes vont pouvoir être exprimés. Et une forme qui va être une forme compacte, fermée. Et là, il n'y a pas d'accession ici des facteurs de transcription qui permettent l'expression des gènes. Et dans cette forme, les gènes ne sont pas exprimés. Donc l'épigénétique, ça va être l'étude des modifications d'expression de ces gènes, qui sont donc dues à des modifications de structure de la chromatine, sans toucher à la molécule d'ADN elle-même, donc sans aucune mutation de la molécule d'ADN. Donc l'épigénétique, c'est plusieurs types de mécanismes que je vais vous détailler. Donc d'une part, les modifications sur les histones, donc je vous ai dit ce sont ces molécules ici dans les nucléosomes qui sont majoritairement chargées positivement, mais qui vont pouvoir être modifiées avec des enzymes qui vont rajouter des groupes méthyl, acétyl, phosphate, qui vont modifier la charge de ces protéines et donc modifier l'enroulement de la molécule d'ADN autour de ces protéines. L'autre mécanisme qui est probablement le plus connu, c'est la méthylation d'ADN. Donc au niveau des promoteurs, ici, des gènes, vous avez des séquences avec ce qu'on appelle des îlots-CpG qui permettent en fait l'accessibilité à des facteurs de transcription sur ces jeunes promotrices qui vont ensuite, comme leur nom l'indique, permettre la transcription du gène en ARN messager. Le gène est exprimé. Lorsque les îlots-CpG ici sont méthylés, de façon stérique, il va y avoir un encombrement qui va empêcher
le recrutement des facteurs de transcription et également la liaison de molécules accessoires qui vont empêcher le recrutement de ces facteurs de transcription et donc le gène ne sera pas exprimé. Le troisième type de mécanisme épigénétique, ce sont ce qu'on appelle les miRNA, qui sont en fait des ARN de très petite taille, qui ont une séquence qui est complémentaire des ARN messagers qui sont produits par un gène lorsqu'il est exprimé. Et lorsqu'ils vont interagir avec l'ARN messager, excusez-moi, les miRNA vont en fait réprimer, parce qu'il y a une structure secondaire ici qui n'est pas normale, la transcription va être réprimée et la protéine ne sera pas produite, ou alors l'ARN messager sera dégradé et la protéine ne sera pas produite. Donc dans ces trois mécanismes, vous avez un moyen de réguler la quantité d'un gène qui va être exprimé et produit ensuite en protéines. Donc l'épigénétique, c'est un mécanisme qui est très important en conditions physiologiques pour le développement. Donc in utero, pendant l'enfance, il y a de la différenciation cellulaire qui est en fait les mécanismes qui permettent qu'à partir d'une seule cellule, au moment de la conception, on arrive à un embryon puis à un individu qui a des cellules de peau qui ne sont pas les mêmes que les cellules du cœur, qui ne sont pas les mêmes que les cellules du muscle. Et ça, c'est parce que certains gènes ont été réprimés, éteints, et d'autres gènes ont été activés. Donc c'est un mécanisme qui est très important pour le développement, qui est aussi important dans le vieillissement, même si on peut le regretter. C'est-à-dire qu'au cours du temps, certains gènes vont être de moins en moins bien exprimés et d'autres gènes vont être de mieux en mieux exprimés. Et c'est aussi un mécanisme qui est important pour l'inactivation du chromosome X, puisque chez l'homme, on a un chromosome X et un chromosome Y, et il va falloir inactiver certains gènes du chromosome X pour permettre l'expression des caractères sexuels masculins. Chez la femme, on a deux chromosomes X, et il va falloir inactiver un des chromosomes X, qui n'est pas forcément le même selon le gène, mais ça c'est encore autre chose, de façon à ce qu'il n'y ait pas de redondance de certains gènes exprimés chez la femme. Donc c'est un mécanisme qui est extrêmement important dans notre développement. Alors en conditions pathologiques, par contre, on va avoir c'est un mécanisme qui ne va pas trop nous aider. Donc en cancéro, on va avoir une activation de façon permanente des gènes qui permettent de réguler la division cellulaire et une inactivation, à contrario, des gènes qui régulent la sénescence ou l'apoptose. C'est-à-dire que, en conditions, dans les cancers, on a une cellule qui va se diviser tout le temps parce que, par des mécanismes épigénétiques en grande partie, les gènes qui programment cette cellule pour mourir sont inactivés par des mécanismes épigénétiques. Donc on sait aussi que dans les maladies métaboliques, ce sont des mécanismes qui interviennent. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de troubles mentaux, et en particulier du trouble bipolaire, et aussi des médicaments. On sait que certains médicaments vont moduler l'expression des gènes dans nos cellules. Donc, Maria vous a parlé de génétique et donc aussi de mutations sur l'ADN. Ces mutations vont aussi permettre de réguler l'expression de façon permanente et vont donc définir un phénotype qui va pouvoir être transmis à la descendance. Là, on va s'occuper de l'épigénétique qui est en fait la résultante de notre environnement qui va en fonction de notre mode de vie. Et le mode de vie, ça peut être le fait de fumer, le fait de manger plus ou moins gras, plus ou moins sucré, de faire du sport, etc. Votre mode de vie va induire des modifications épigénétiques telles que j'en ai parlé à l'instant, qui vont ensuite réguler l'expression de gènes et vont sous-tendre un phénotype qui peut être transmis à la dépendance.
Donc, vous comprenez que là, on va s'occuper de tout ce que l'environnement induit sur la biologie des organismes. Donc, la transmission de l'épigénétique d'une génération à l'autre a été démontrée il y a une vingtaine d'années par une expérience que je trouve vraiment très parlante. Donc, en fait, il y avait deux souches. Les chercheurs se sont intéressés à deux souches de rats. Une souche de rats qui s'occupe très bien de ses petits, avec le toilettage, le léchage, etc. Et une souche de rats qui s'occupe pas du tout de ses petits, ce qu'on pourrait appeler une souche de rats négligente vis-à-vis de ses petits. Et on se rend compte que dans la lignée où la mère s'occupe très bien de ses petits, quand à l'âge adulte, ces petits sont soumis à un stress, il y a une production d'hormones du stress. Et ensuite, cette hormone se lie à un récepteur qui est le récepteur des glucocorticoïdes. C'est un mécanisme qui est très bien connu, ce qui permet de diminuer l'anxiété, de diminuer la production d'hormones du stress, de diminuer l'anxiété. Et ensuite, ces adultes s'occupent très bien de leurs petits. A contrario, dans l'autre lignée, où il y a de la négligence, quand ils sont adultes, non seulement ils ne s'occupent pas très bien de leurs petits, mais quand ils sont soumis à un stress, il n'y a pas de liaison au récepteur des glucocorticoïdes, ce qui fait que les niveaux d'hormones du stress restent extrêmement élevés et ces adultes ont des hauts niveaux d'anxiété. Donc ça fait vraiment écho à ce dont Maria vous a parlé tout à l'heure. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont échangé les petits entre les deux souches, en se disant, si c'est un mécanisme génétique, le matériel génétique est transmis de la mère à l'enfant, et donc en fait, même si on échange les petits, le comportement ne devrait pas changer. Et si c'est l'environnement, et donc l'épigénétique, le comportement va changer. Et c'est ce qu'ils ont observé. Donc quand on prend des petits d'une mère qui ne s'occupe pas bien de ses petits et qu'on les donne à une mère qui s'occupe bien des petits, elle s'en occupe très très bien. Et quand on regarde à l'âge adulte, eh ben, ces petits-là ont un comportement où ils ont un faible niveau d'anxiété, ils répondent très bien au stress et ils s'occupent à leur tour très bien de leurs petits. Donc, ce comportement n'est pas génétique. Et quand on regarde au niveau épigénétique, donc ils ont regardé la méthylation de l'ADN, ils ont regardé le récepteur aux glucocorticoïdes, qui était donc leur cible dans cette étude, et ils se sont rendus compte que chez les mères négligentes, enfin chez les petits qui avaient eu une mère négligente, il y avait une méthylation de l'ADN au niveau de ce gène récepteur aux glucocorticoïdes qui n'était plus exprimé. Et c'est pour ça, en fait, qu'à l'âge adulte, ce récepteur des glucocorticoïdes ne joue pas son rôle et les hormones du stress restent très élevées. Donc, vous voyez ici une expérience qui vous montre que l'environnement dans lequel le petit est baigné quand il est petit influe sur son comportement à l'âge adulte et le substrat biologique, c'est l'épigénétique. Alors, chez l'homme, ça a été essentiellement étudié dans des cas où il y a eu exposition à des famines. Parce que, bon, vous comprendrez bien que c'est un peu compliqué d'échanger les enfants entre les mères. On n'a pas essayé. Donc, donc ici, il y a 3 cohortes qui ont été beaucoup étudiées, pour lesquelles on sait qu'il y a eu une exposition à une période de famine à un moment, et on étudie les petits-enfants, dans ce qu'on appelle la génération F2. Donc ici, vous avez des enfants en Chine qui ont... non, raté, ça c'est la cohorte suédoise, qui ont été exposés en période prépubertaire à une période de famine. Et ensuite, on regarde les petits-enfants de ces enfants qui ont vécu une famine, et on se rend compte qu'ils ont un avantage en termes de durée de vie en bonne santé. Donc, ils se comportent un peu mieux que l'ensemble de la population suédoise en termes de santé somatique, donc, c'est-à-dire syndrome
syndrome métabolique, diabète, cholestérol, etc. Ils se comportent mieux et ils ont une meilleure espérance de vie. A contrario, dans 2 cohortes différentes, donc une cohorte néerlandaise et une cohorte chinoise, les chercheurs se sont intéressés à des femmes enceintes qui ont été exposées à des périodes de famine alors qu'elles étaient enceintes. Et ensuite, ils ont étudié les petits-enfants de ce bébé dont la mère a été exposée à une famine. Et lorsque l'on regarde la génération F2, on s'aperçoit qu'il y a un effet délétère dans la génération des petits-enfants qui ont une diminution de l'espérance de vie et des marqueurs de santé somatique qui sont moins bons. Donc, il semblerait que selon la période à laquelle l'enfant in utero ou période prépubertaire est exposé à un environnement, les effets à l'âge adulte sont plus ou moins délétères. Et ce qui a été très bien montré dans ces cohortes, c'est qu'il y a transmission de marques épigénétiques, notamment au niveau de gènes qui sont impliqués dans l'autophagie, dans le métabolisme du glucose et dans le transport du glucose, etc. Donc maintenant, on va passer à une autre définition, qui est donc le trouble bipolaire. Donc ici, donc vous le savez peut-être, le trouble bipolaire, ça se caractérise par une alternance de phases maniaques d'hyperactivité et de phases dépressives. Donc il y a plusieurs types de troubles bipolaires. Donc le mieux caractérisé, c'est le trouble bipolaire de type 1, qui se caractérise par des épisodes maniaques très élevés avec une hyperactivité et des épisodes dépressifs extrêmement graves. L'autre type de trouble bipolaire de type 2, il n'y a pas d'épisode maniaque, mais ce qu'on appelle des hypomanies, où en fait il y a une hyperactivité, mais qui est encore gérable sans hospitalisation, par exemple, mais bien aussi des épisodes dépressifs. Il y a ce qu'on appelle également la cyclothymie, où en fait on va avoir des variations d'humeur qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on observe en population normale, mais qui n'atteignent pas la manie, l'hypomanie ou la dépression. Donc, selon la définition, il y a aussi également un 4e trouble bipolaire qui s'appelle le trouble bipolaire non spécifié. Donc, vous avez compris, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais ce sont des patients qui ont des variations d'humeur et on les met dedans. Donc, en fait, en fonction de la définition qu'on prend, le trouble bipolaire concerne entre 1 à 4% de la population mondiale. Donc l'âge de début se fait en fin d'adolescence, début de l'âge adulte, et cela concerne autant les hommes que les femmes, contrairement à la dépression unipolaire qui, elle, concerne majoritairement les femmes. Donc ce qui se passe dans le trouble bipolaire, c'est qu'on a en moyenne 10 ans entre l'apparition du premier symptôme, qui est souvent une dépression, et une prise en charge correcte du trouble bipolaire. C'est-à-dire que si le premier épisode est une dépression, le patient va être traité pour une dépression, et il faudra attendre qu'il y ait une hypomanie ou une manie qui peut intervenir 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, pour qu'on commence à le traiter correctement pour un trouble bipolaire. Donc, ce qui est très grave dans le trouble bipolaire, c'est qu'un patient sur 2 va tenter de se suicider et que 15% vont effectivement se suicider. Et on a des rechutes qui sont extrêmement fréquentes, en moyenne une rechute tous les 12-18 mois. Donc tout ça, donc les hospitalisations fréquentes, les répercussions sur la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, en font la 7e cause de morbidité au niveau mondial. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que Maria l'a très très bien expliqué, mais quand on prend les études de jumeaux en particulier, on se rend compte que le trouble bipolaire est l'un des troubles psychiatriques qui a l'héritabilité la plus importante. Et donc, on a étudié la génétique du trouble bipolaire. Donc, c'est possible avec la mise en place de consortia internationaux, les avancées technologiques. Et la dernière étude concernait 135 000 patients pour plus de 200 000 contrôles.
Et ce qu'ils ont observé, donc tout ce qui est au-dessus de cette ligne, ce sont les gènes qui sont potentiellement associés au risque de développer un trouble bipolaire. Il y en a quelques-uns. Donc on est à plus de 100 gènes aujourd'hui qui seraient associés au risque de développer un trouble bipolaire. Ce qui explique que ce n'est pas aussi simple et qui éclaire donc ce que Maria vous a expliqué dans la première partie. Alors, bien sûr, ces gènes sont impliqués, ici c'est peut-être un peu petit, mais ils sont impliqués dans des structures du système nerveux central, dans des voies de signalisation neuronale. Donc, tout ça, c'est très cohérent avec la physiopathologie du trouble bipolaire. Mais ça nous dit que c'est un trouble qui est extrêmement hétérogène, polygénique. Et en fait, les études épidémiologiques nous disent qu'il faudrait des cohortes de plus de 2 millions d'individus pour expliquer 50% de la variabilité du risque de trouble bipolaire. Donc ça nous dit qu'il y a autre chose qui se passe. Au-delà de la génétique, qui intervient, bien sûr, il y a autre chose. Et donc, ce qui a conduit à l'étude de l'épigénétique du trouble bipolaire. Donc, la modification épigénétique la plus étudiée, c'est la méthylation de l'ADN, qui, je le rappelle ici, est une modification qui a tendance donc à éteindre l'expression d'un gène. Et c'est compliqué. En fonction du tissu auquel on s'intéresse, le cerveau, le sang, la salive, on a des modifications épigénétiques qui ne sont pas pareilles en fonction du tissu et en fonction des cohortes. Alors, il faut bien se rendre compte que les marques épigénétiques sont le reflet de de l'exposition à l'environnement en général. Donc, quand c'est une famine, c'est une exposition qui est extrêmement majeure. Quand c'est juste est-ce que vous mangez plutôt gras ou plutôt des pâtes ou je ne sais quoi, on a une complexité qui est énorme. Donc, ce qui explique probablement qu'entre les cohortes, on ne retrouve pas forcément la même chose et qu'en fonction du tissu, forcément, les modifications ne sont pas les mêmes. Cependant, quand on regarde les gènes dont la modification épigénétique a été mise en évidence, on est encore une fois très cohérent avec la physiopathologie du trouble bipolaire, puisque ce sont des gènes qui sont impliqués dans les systèmes sérotoninergiques, dopaminergiques, la neurogenèse, la gestion du stress, l'inflammation. Donc, on se dit qu'il y a quand même un intérêt pour le développement de biomarqueurs de diagnostic. Et une autre chose qui peut expliquer les modifications qui sont difficiles à mettre en évidence, c'est que les patients bipolaires qu'on étudie sont des patients qui sont d'accord pour être étudiés, qui sont donc en général des patients qui sont bien équilibrés, ce qui veut dire qu'ils prennent des médicaments. Et comme je vous l'ai expliqué, les médicaments vont induire des modifications épigénétiques. Donc maintenant, je vais vous parler de réponse au lithium. Donc le lithium, qui est donc un métal, est le traitement de référence pour le trouble bipolaire dans toutes les recommandations internationales. On ne sait pas très bien comment ça marche, parce qu'il n'y a pas de récepteur au lithium, mais on sait que c'est un médicament qui a des effets sur tous les épisodes, qu'ils soient maniaques ou dépressifs. C'est un médicament qui prévient le risque suicidaire, qui empêche la désynchronisation circadienne, dont je vais vous parler dans un instant, qui est en fait le fait que les patients bipolaires ont du mal à avoir une synchronisation sur 24 heures, et qui va réduire toutes les causes de mortalité. Les patients qui prennent du lithium meurent moins que ceux qui n'en prennent pas. Comment ça marche? On ne sait pas. Par ailleurs, la fenêtre thérapeutique est extrêmement étroite, c'est-à-dire qu'il faut que le patient ait une concentration de lithium dans le sang qui soit entre 0,8 et 1,2 millimolaire, ce qui est extrêmement étroit. Au-delà de 1,2 millimolaire, le lithium commence à être toxique. Donc, en dessous de 0,8, il est infrathérapeutique, il ne se passe rien.
Donc, il faut équilibrer le patient vraiment dans cette fenêtre thérapeutique qui est très, très étroite. Donc, sur le long terme, ça peut être très compliqué. Donc, comment est-ce qu'on évalue la réponse au lithium en clinique? Donc, je ne suis pas clinicienne moi-même, mais je travaille avec des cliniciens. Donc, les psychiatres vont suivre les épisodes d'humeur des patients en leur prescrivant du lithium pendant un minimum de 18 à 24 mois, puisqu'il faut attendre cette période pour être sûr qu'il n'y a pas de nouvel épisode d'humeur qui intervient. Et qu'est-ce qui peut provoquer ces rechutes? Donc, c'est d'une part la désynchronisation des rythmes circadiens. Ça peut se faire parce qu'il y a un voyage dans un pays avec un décalage horaire. Ça peut être en période périnatale, puisqu'on en parlait. Un bébé qui ne fait pas ses nuits, du coup, les parents ne font pas leur nuit non plus. Donc, ils ne peuvent pas être correctement synchronisés sur 24 heures. Ce qui peut également précipiter une rechute, c'est l'exposition au stress. Ça peut être un stress professionnel, une décision difficile à prendre. Ça peut être une séparation, un divorce, un déménagement. Donc, il faut suivre le patient sur une période suffisamment longue pour qu'il ait été exposé à différentes expositions de stress. Ça peut être aussi le changement de saison en termes de désynchronisation circadienne. L'heure d'été, l'heure d'hiver, pour les bipolaires, c'est horrible. Donc, les patients qui répondent bien au lithium sont des patients qui, sur cette période, alors qu'ils ont vécu différents types de stress, etc., vont avoir une stabilisation de leur épisode d'humeur. Alors, en recherche, comment est-ce que ça se passe? Il y a une échelle qui a été développée, qui est donc l'échelle ALDA, qui est une échelle qui est un questionnaire avec, d'une part, une cotation par le clinicien de l'amélioration globale du patient. Est-ce que le patient va globalement bien? Est-ce qu'il arrive à recommencer à travailler? Est-ce qu'il arrive à avoir à nouveau des interactions sociales correctes? Et puis, on va également coter ce qu'on appelle les facteurs confondants. L'un des principaux facteurs confondants, c'est est-ce qu'il prend le médicament? Parce que peut-être qu'il ne va pas bien, mais s'il ne prend pas le médicament, c'est un petit peu normal. Donc, cela nous amène à un score de réponse qui va être entre 0 et 10. Et du coup, les patients qui ont un score supérieur à 8 sont dits excellents répondeurs. Ceux qui ont un score inférieur à 3 sont dits non répondeurs. Et au milieu, on a ce qu'on appelle les répondeurs partiels. Le lithium, ça aide, mais ça ne suffit pas. Il faudra en plus un antipsychotique, un antidépresseur, un antiépileptique pour aider le patient à avoir une stabilisation de ces épisodes. Donc, quels sont les prédicteurs cliniques qu'on connaît de la réponse au lithium qui peuvent expliquer la différence entre ces trois groupes que je vous ai présentés? Donc, lorsqu'on a fait une étude de la bibliographie des recherches cliniques sur le trouble bipolaire, alors on se rend compte que pour les cohortes qui sont rétrospectives, c'est-à-dire le patient prend le lithium depuis au moins 24 mois, et on regarde quelles sont les variables cliniques qui sont associées à une bonne réponse. Alors on se rend compte que c'est le soutien social et est-ce que la maladie avait une évolution épisodique, c'est-à-dire que les épisodes ne s'enchaînent pas trop vite avec des périodes de normotynie qui sont relativement longues. Donc ça, c'est bien, c'est une variable qui est associée à la bonne réponse. Les variables associées à une mauvaise réponse sont en fait des comorbidités comme un trouble de la personnalité, un trouble de l'usage de l'alcool, des cycles rapides, c'est-à-dire au lieu de faire une rechute tous les 12-18 mois, ils vont faire 3-4 rechutes dans l'année. Donc ça, c'est plutôt associé à une mauvaise réponse au lithium. Alors ce qui nous intéresse, c'est quand même quels sont en prospectif les facteurs que le psychiatre peut prendre en compte avant de prescrire le lithium à son patient. Et bien là, il n'y a aucun facteur clinique qui permettrait à un psychiatre, au moment où il prescrit le lithium à son patient, de se dire, lui, il va répondre. Par contre, de la même façon qu'en rétrospective, si c'est un patient qui a des cycles rapides, qui a un nombre d'hospitalisations très élevé,
c'est plutôt pas un bon candidat pour le lithium. Donc c'est un peu léger quand même, hein, mais c'est comme ça que les psychiatres travaillent aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc ça nous a amené dans l'équipe à nous intéresser aux marqueurs moléculaires de la réponse au lithium pour essayer d'aider à cette prise de décision du psychiatre au moment où il prescrit le lithium à un patient. Donc, quels sont les substrats moléculaires qui vont permettre d'expliquer le phénotype? Donc, pour rappel, le phénotype auquel on s'intéresse, c'est celui-là, bon répondeur, répondeur partiel, non répondeur. Et ce phénotype est sous-tendu par tout un ensemble de mécanismes moléculaires dans lequel je vais vous emmener avec moi pendant le reste de la présentation. Donc tout d'abord, on va s'intéresser à la génétique de la réponse au lithium. Donc on sait qu'il y a une composante génétique dans la réponse au lithium parce qu'on a des clusters familiaux de répondeurs au lithium. C'est-à-dire que dans une famille, s'il y a déjà un apparenté de premier degré, parent, frère, sœur, qui est bipolaire et qui répond bien au lithium, le patient que le psychiatre a devant lui a de fortes chances d'être aussi bon répondeur. Donc il y a une composante familiale. Par ailleurs, comme vous l'a expliqué Maria, dans les troubles psychiatriques, il y a une héritabilité qui est très partagée, notamment entre schizophrénie, dépression et troubles bipolaires. Et on se rend compte que les bons répondeurs au lithium sont plutôt ici. C'est-à-dire ils ont très peu de risques d'avoir des symptômes de schizophrénie et très peu de risques d'avoir des symptômes de dépression. Donc c'est comme si on avait une sous-population chez les bipolaires qui génétiquement est plutôt encline à bien répondre au lithium. Donc dans la littérature, il y a plus de 400 publications qui s'intéressent à la génétique de la réponse au lithium. On ne va pas toutes les faire. Ce que je peux vous dire, c'est que de tout ça, il n'y a que 11 gènes pour l'instant qui ont pu être répliqués dans au moins 2 études. Donc, ce qui, encore une fois, vous montre la très grande variabilité qu'on a pour le trouble bipolaire lui-même, mais aussi pour la réponse au lithium. Et il y a 5 études uniquement qui sont des GWAS, c'est-à-dire que ce sont des études génétiques de grande ampleur sur l'ensemble du génome. Et sur ces 5 études, déjà, on peut remarquer qu'il n'y a que 2 études dans lesquelles il y a plus de 2000 patients. Donc, c'est ce qui vous donne déjà une première idée par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et sur ces 5 études, qui ont toutes identifié des mutations qui sont associées à la réponse au lithium, eh bien, il n'y a aucune mutation en commun. Donc on est vraiment tout au début et il y a encore beaucoup de boulot. Ce que je vous ai dit, qui était sur la diapo tout à l'heure, mais que je n'ai pas dit à l'oral, c'est que toutes ces études sont eurocentrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation des patients d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Ouest ou d'Afrique subsaharienne. Donc il y a non seulement entre des études eurocentrées, on n'est déjà pas d'accord, mais quand on va commencer à rajouter des patients qui ont un fond génétique qui est différent, ça va commencer à être vraiment très compliqué. Donc, l'épigénétique, encore une fois, va s'intéresser à tous les mécanismes qui vont moduler l'expression des gènes, soit au niveau de la transcription, soit au niveau de la traduction. Alors, pourquoi l'épigénétique nous semble être un bon candidat ? Parce que elle tient, en fait, elle est l'expression de l'interaction entre l'expression des gènes et l'environnement. Or, on sait que l'environnement est important pour la réponse au lithium. Notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'hospitalisations vie entière est associé à une mauvaise réponse au lithium. C'est une exposition environnementale extrêmement forte, les hospitalisations. Une autre exposition environnementale très forte, ce sont les maltraitances dans l'enfance. Donc, les patients qui, dans l'enfance, seront exposés à des maltraitances seront plutôt des mauvais répondeurs. Et ici, ça vous est illustré, ici, donc en noir, vous avez les bons répondeurs, en blanc, en noir, les non-répondeurs, en blanc, les bons répondeurs. Et vous voyez que
entre les patients qui n'ont pas été exposés à des traumas dans l'enfance, ceux qui ont été exposés à un trauma ou 2 traumas et plus, la proportion de non-répondeurs augmente significativement. Donc, par ailleurs, in vitro, on s'est rendu compte que le lithium modifiait des marques épigénétiques comme la méthylation de l'ADN. Donc, je vais vous parler d'une petite expérience qu'on a en cours au laboratoire dans un modèle de cellules, qui est un modèle de cellules très classique en laboratoire. On a étudié 6 régulateurs de l'humeur. Donc, le lithium est ce qu'on appelle donc un stabilisateur de l'humeur ou un régulateur de l'humeur, et c'est le principal, mais il y a des antiépileptiques, des antipsychotiques, qui sont également des stabilisateurs de l'humeur. Donc, on en a étudié 6, les plus prescrits, et on a regardé la machinerie de l'épigénèse, c'est-à-dire toutes ces enzymes qui sont chargées de méthyler l'ADN, de modifier les histones, etc. On a regardé est-ce que ces molécules sont capables de modifier l'expression de ces gènes. Et ce qu'on voit ici, donc on a fait une exposition à 24 heures où il ne se passe pas grand-chose, et au bout de 7 jours, il y a 2 choses à voir, c'est que l'acide valproïque, qui est un antiépileptique, va avoir l'effet le plus important, et on a un effecteur ici, qui est l'histone déacétylase de type 2, qui semble être un effecteur commun entre plusieurs stabilisateurs de l'humeur. Donc, si on résume ces résultats, on se rend compte donc, dans notre petite molécule d'ADN, notre histone, qu'on a 3 régulateurs de l'humeur qui agissent au niveau de l'acétylation et un régulateur de l'humeur, le VPA, qui va agir non seulement sur l'acétylation, sur la phosphorylation, mais aussi sur la méthylation. Donc, les stabilisateurs de l'humeur peuvent moduler les marques épigénétiques et les effets sont différentiels selon le stabilisateur de l'humeur qu'on étudie. Donc, si on revient au lithium chez l'homme, donc ça, c'est la première étude qu'on a publiée il y a 5 ans. On avait une petite cohorte dans laquelle on a pris des patients qui sont très bons répondeurs et des non-répondeurs. L'idée étant de maximiser la différence, puisqu'on a une petite cohorte. Et on a utilisé une technique qui permet d'étudier 8 millions de sites CPG en même temps dans les zones promotrices sur l'ensemble du génome et d'identifier les régions qui sont différentiellement méthylées en covariant, bien sûr, avec les co-traitements, puisque si on veut, les patients sont également traités par d'autres molécules. Et donc, lorsqu'on fait une analyse ROC, alors si vous n'êtes pas familier, c'est en fait une régression logistique qui, en fait, ici, la ligne ici vous dit que c'est 50-50. Donc, en fait, c'est le hasard. Le marqueur que vous êtes en train d'étudier prédit à 50% le répondeur ou non-répondeur. Et vous voyez ici, donc avec la ligne bleue, qu'on obtient ici une aire sous la courbe de 0,80, donc on est plutôt à 80%. Donc on est dans une bonne discrimination des non-répondeurs par rapport aux excellents répondeurs, mais sur une toute petite cohorte. Alors ce qu'on a regardé, c'est bien sûr les gènes qui sont à proximité. Il n'y avait que 2 gènes codants à proximité qui sont cohérents avec la littérature, mais on n'avait pas d'ARN dans cette cohorte, donc on n'a pas pu étudier l'expression de ces gènes. Donc, la technique que nous avons utilisée, qui est donc une technique sur l'ensemble du génome, est une technique qui est extrêmement chère, qui coûte plus de 800 € par échantillon, donc impossible de transférer ça à la clinique. Donc, on a mis au point au laboratoire une technique qui soit beaucoup plus simple et beaucoup plus économique, qui va consister à analyser la courbe de fusion des produits de PCR. Donc, très rapidement, lorsque l'ADN n'est pas méthylé, sa température de fusion est très basse, comparativement à un ADN méthylé. Et on va analyser le pourcentage d'ADN méthylé et non méthylé chez chaque patient. Et donc là également, on a refait une analyse ROC. Et on avait 3 DMR et on est passé avec une AUC à 0,90. Donc on discrimine très bien les non-répondeurs des excellents répondeurs. Et ici, ce que ça vous dit, c'est qu'on voit qu'on classe correctement 76% des non-répondeurs et 78% des bons répondeurs.
Donc on s'est dit, on est sur la bonne voie. On n'avait que 3 régions étudiées. Donc on s'est dit, peut-être qu'il faut rajouter des variables cliniques. Et donc on a fait ça sur un échantillon indépendant. Donc on commence à augmenter un petit peu le nombre de patients dans l'étude. On a regardé différents facteurs qui sont des facteurs dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et on s'est dit, plutôt que de regarder les excellents répondeurs et les non-répondeurs, dans une situation normale, le psychiatre, il a en face de lui des non-répondeurs, des répondeurs partiels et des mauvais répondeurs. Donc, on a fait un groupe avec les excellents répondeurs et les répondeurs partiels qui bénéficient plus ou moins du lithium. Et puis, un autre groupe avec les non-répondeurs, qui sont les patients qui sont les plus intéressants, parce que chez eux, ça ne sert à rien de continuer le lithium pendant 24 mois, puisqu'ils ne vont pas en bénéficier avec le risque suicidaire qui continue à courir. Donc, lorsqu'on a rajouté les variables cliniques, on se rend compte ici que quand on regarde les variables cliniques avec les marqueurs moléculaires, on arrive à identifier 70% des non-répondeurs. Donc on commence à être assez content, on est même plutôt content de nous. Et on s'est demandé, donc on avait 3 zones étudiées, on s'est dit si on pouvait optimiser et étudier un peu plus de zones, donc on a augmenté le nombre de DMR testés et on est passé de 3 DMR à 7, donc vous voyez que l'AUC ici est bien meilleur. Alors les AUC ne sont pas toujours les mêmes puisque à chaque fois ce sont des échantillons indépendants, donc il y a une variabilité comme je vous l'ai expliqué. Et là aussi, ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on prend 7 régions, on arrive à identifier 50% des non-répondeurs. Et quand on prend les variables cliniques, on tient en compte de l'âge et du sexe, on identifie correctement 83% des non-répondeurs. Bon, on a déposé un brevet. Très honnêtement, je ne pense pas que ça ira très loin, mais on était très très contents de nous. Donc ensuite, un autre mécanisme dont je vous ai parlé, ce sont les miRNA. Donc là, il y a très peu d'études dans la littérature. Il y a une étude de GWAS qui a identifié 106 miRNA. Et si vous vous souvenez de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, chaque miRNA peut reconnaître plusieurs mRNA, plusieurs gènes. Donc ça veut dire que quand vous avez 106 miRNA, vous avez potentiellement 300, 500, 1000 gènes régulés en aval. Donc ce qu'on a montré par contre, c'est que quand on prend des cellules qui sont issues de patients répondeurs et non répondeurs, on se rend compte que les réseaux de modulation miRNA-mRNA ne sont pas les mêmes. Le lithium n'active pas les mêmes réseaux chez les répondeurs et chez les non-répondeurs. Donc on en est vraiment au tout début de ces études. Donc je vous ai expliqué que le lithium agit à la fois sur les miRNA, sur la modulation des histones, sur la méthylation de l'ADN. Et donc l'idée, c'est que tout ça doit se traduire par des modifications d'expression de gènes. Il y a plus de 400 publications dans la littérature. Dans les modèles in vitro, on voit également que le lithium module l'expression de gènes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que quand vous prenez des patients bipolaires traités au lithium versus non traités au lithium, il y a près de 1000 gènes qui sont différentiellement régulés. Ce qui laisse penser qu'effectivement, tous ces mécanismes épigénétiques dont je vous ai parlé se traduisent par la modulation différentielle de beaucoup de gènes chez le patient. Je vais quand même dire un petit mot sur les modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la protéine, elle peut encore avoir des modifications. Donc on s'est posé la question, est-ce que le lithium est capable d'agir là-dessus? Et oui. Donc en fait, le lithium se lie à des sérines thréonine kinases. Et lorsqu'on a fait une étude sur des lignées de patients répondeurs et non répondeurs, on s'est rendu compte qu'il y avait une trentaine de kinases qui étaient différentiellement activées chez les non-répondeurs et chez les répondeurs en basal. Donc tout ça pour vous dire
que l'ensemble des substrats biologiques qui définissent le phénotype répondeur-non répondeur sont impactés par cette molécule, le lithium, qui est un métal qui n'a pas de récepteur identifié. On ne sait pas comment il rentre dans le cerveau, on ne sait pas comment il agit, mais il agit, et il agit sur l'ensemble des substrats moléculaires. Donc, quelques points importants avant de partir. C'est que, déjà, toutes les études que je vous ai présentées, c'est sur des patients bipolaires de type 1. On n'étudie pas les types 2, les cyclotimiques ou les non spécifiés, parce que c'est compliqué. Donc, on ne sait pas si les signatures qu'on identifie aujourd'hui sont valables uniquement pour les types 1 ou valables pour l'ensemble des troubles bipolaires. Donc ça, c'est un pan de recherche qui est complètement ouvert. Je vous ai parlé du lithium, qui est la molécule la plus étudiée puisque c'est la recommandation internationale, mais quid des autres stabilisateurs de l'humeur qui sont prescrits aux patients bipolaires? Un autre champ de recherche énorme, c'est la correspondance sans cerveau. Toutes les études que je vous ai montrées sont faites en périphérie, puisqu'on ne va pas aller trépaner les patients tous les matins pour récupérer un bout de cerveau. Mais la physiopathologie du lithium, c'est le cerveau. Donc on a des biomarqueurs, mais on ne sait pas s'ils correspondent à quelque chose vraiment dans le cerveau des patients bipolaires. J'espère que je vous ai convaincu qu'il est important de combiner les variables cliniques et les biomarqueurs moléculaires pour essayer de mieux caractériser les patients, et que je vous ai également convaincu qu'il nous faut des cohortes prospectives maintenant, puisqu'on voit que le lithium a des effets a posteriori, mais nous ne savons pas si les différences qu'on observe préexistaient à la prescription du lithium ou si elles sont induites par le traitement du lithium pendant 24 mois. Donc on a une étude en cours pour laquelle on n'a pas encore de résultats, mais dans laquelle il y a 169 patients qui ont été recrutés dans toute l'Europe, avec un échantillon récolté avant prescription du lithium et un échantillon récolté à 3 mois, un phénotypage, des variables cliniques, de l'ADN, de l'ARN, de la salive, du plasma. L'idée étant, au terme de ce projet, d'obtenir une combinaison de biomarqueurs dans une cohorte prospective qui permettrait de réduire à 3 mois au lieu de 24 mois la définition du phénotype répondeur-non répondeur. Voilà, donc je vais terminer avec la présentation de toutes les personnes de mon équipe qui ont travaillé sur ces sujets. Le réseau des centres experts bipolaires qui phénotypent les patients et les recrutent, les biocollections qui sont hébergées à l'AP-HP, les collaborations internationales et les principaux financeurs de ce travail. Je vous remercie.